Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo, toujours sur les variables et les data types. Lors de la précédente vidéo, on a vu, euh, on a introduit deux types natifs, donc les numériques et les séquences. Les séquences donc avec les chaînes de caractères. Aujourd'hui, on va se concentrer aussi sur les séquences, mais avec un autre objet que l'on appellera les listes. Alors, une liste, c'est quoi? Comme c'est écrit, c'est une liste. Une liste est une structure de données en Python qui est une séquence mutable et ordonnée d'éléments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque élément est à une place bien définie et chacun de ces éléments peut changer de place avec un autre ou tous les éléments peuvent changer. Enfin bref, la liste est modifiable. Euh, Aussi, comme précisé lors de la première vidéo, le premier élément d'une liste sera toujours situé à l'index 0. Donc Python est un langage où on commence à l'index 0. Dans d'autres langages, on commencera à l'index 1, mais pour Python, on commencera à l'index 0. Donc c'est quelque chose de très important à garder à l'esprit. On verra pourquoi plus tard dans cette vidéo. Donc chaque élément ou valeur qui se trouve à l'intérieur d'une liste est appelé un item. Et pour appeler une liste, on commence par utiliser les crochets. Donc pour une chaîne de caractères, on a utilisé des guillemets. Et bien pour une liste, on va utiliser des crochets. Euh, Aussi, et pour préciser, chaque élément d'une liste se voit attribuer un index ou emplacement pour l'endroit où cet élément est enregistré en mémoire. Donc, on va commencer par la base, soit comment créer une liste. Donc, d'abord, je crée ma variable, puis ensuite, j'utilise les crochets. Et imaginons que j'appuie sur Entrée. Très bien. Ma liste a été créée. Et imaginons que je souhaite maintenant afficher ma liste. Eh bien, tout va bien, tout est normal. Ma liste est une liste vide, donc il est normal que quand j'affiche ma liste, rien ne s'affiche en sortie. Donc, passons maintenant à une liste qui contient des choses. Donc, aussi, faites attention, il ne faut pas utiliser liste de cette manière, c'est-à-dire sans le E. Pourquoi? Parce qu'en fait, list est une fonction inbuilt de Python. Et une fonction n'est pas pratique pour recevoir de l'information en entrée. Ça, c'est à éviter. Donc il faut faire attention. De toute façon, sur le netbook, ça s'affichera en vert pour vous signifier que vous utilisez une fonction. Donc on n'oublie pas le E. Euh, et première liste d'entier, 1,23. Donc très important aussi, pour séparer chaque élément ou chaque item de ma liste, il faut utiliser une virgule. Donc c'est ce qui permet de séparer chaque élément de ma liste. Donc, on verra juste après quels sont les index associés à chacun de ces éléments. Puis aussi, dans ma liste, je peux mettre un peu ce que je veux. Je peux mettre donc des entiers. Je peux aussi mettre des chaînes de caractères. Et je peux aussi mettre un booléen. Je fais ce que je veux. C'est ma liste. Euh, testons maintenant en sortie. Voilà. Donc, dans ma liste, je peux mettre toutes sortes d'éléments, tant qu'ils sont séparés par des virgules. Très bien. Je peux aussi, pour aller un peu plus loin, mettre une liste dans une liste. Donc, comme on dit en anglais, une nested list. Donc, imaginons 1,2, et là, je recrée une liste, et là, je vais mettre 3 et 4. Et si je demande d'afficher cette liste,
eh bien, ma liste telle que écrite ici s'affichera de la même manière. Donc, une liste dans une liste. Aussi, on peut vérifier le type d'une liste. Donc, comme vu lors de la première vidéo sur les data types, on peut utiliser la fonction type et ensuite mettre ma variable à l'intérieur. Et c'est bien un objet de type list, donc parfait pour cela. Alors, on va maintenant passer aux index. Et cette image est très importante pour comprendre les index. Donc imaginons que ma chaîne de caractères, donc j'ai appelé exemple string, c'est égal à donc P R O B et E. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie l'index? Qu'est-ce que signifie le négatif index? L'index, c'est tout simplement l'ordre des éléments dans une liste. Donc P est à l'emplacement 0 parce que on a dit que le premier élément d'une liste était indexé à 0 parce que c'était propre au langage. Parfois ça peut être 1, parfois ça peut être 0 selon les langages. Mais chez Python, c'est 0, donc ça c'est l'emplacement 0. Ça c'est l'emplacement 1, ça c'est l'emplacement 2, 3 et 4. Donc de 0 à 4, on se rend bien compte qu'il y a 5 éléments dans ma liste. Aussi, il y a quelque chose d'assez utile pour accéder au dernier élément. On parle d'un négative index. Donc, le négative index, il va en fait prendre le dernier élément de ma liste et va lui associer -1. Donc, l'élément d'avant sera -2, -3, etc. jusqu'à remonter au premier élément. Et on peut voir que dans l'exemple de probe, l'index de départ est de 0 et le négative index est de -5. Ce qui correspond tout à fait avec notre chaîne de caractères. Ok, très bien. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut accéder à l'index à partir d'une variable liste. Donc, imaginons que je reprenne ma chaîne de caractères exemple. Pour accéder à un index, c'est très simple. Il suffit d'utiliser les crochets et ensuite de préciser quel emplacement on souhaite afficher. Donc imaginons que je souhaite afficher la première lettre, donc je vais mettre un 0 tout simplement, et je vais appuyer sur Entrée. Ah, il suffit juste que j'appuie. Très bien. Hop, hop, et hop, parfait. Je vais faire ça. Hop. Voilà, parfait. Ok. Donc, pour revenir à mon exemple, je lui ai demandé d'afficher le premier élément de la liste, donc le P, donc jusqu'à là tout va bien. Je peux aussi afficher donc le prochain élément, donc le R logiquement, puis le deuxième, etc. On a compris. Maintenant, pour passer au négative index, on se souvient que pour accéder au dernier caractère, je peux utiliser le -1. Donc imaginons que j'utilise le -1, très bien, j'accède au E, qui est bien le dernier élément de ma liste. Je peux aussi faire -2, -3, etc. On a compris. Donc on vient d'accéder au dernier élément. On peut aussi faire du double indexing. Donc imaginons que je reprenne ma liste, c'est-à-dire celle-ci. Donc je vais la copier. Très bien. Et que je souhaite accéder à cet élément-là. Si j'essaye avec la méthode normale, donc imaginons, donc là je devrais mettre 3. Eh bien, 2, pardon.
Eh bien, c'est tout cet élément-là qui va ressortir. Ce qui est logique, vu que mon deuxième élément, qui est bien sûr à l'emplacement 3, on se souvient que ça c'est 0, ça c'est 1, et ça c'est 3, vient juste après cette virgule-là, donc jusqu'à là, tout va bien. Donc, comment je fais pour accéder spécifiquement à un de ces deux éléments? Eh bien, je viens faire du double indexing. Donc, pour accéder au 3, par exemple, je vais d'abord accéder à ceci. Une fois que j'aurai accédé à ceci, ben, je n'aurai plus à accéder qu'au 3. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à préciser à l'aide d'un crochet, d'un autre crochet, l'emplacement du 3. Donc j'appuie, et c'est bien le 3 qui s'affiche. Si j'avais fait 1, ça aurait été le 4. Imaginons que maintenant j'appuie sur 2. Eh bien, le code me renvoie une erreur, car l'index est en dehors de ma liste. Donc, l'ordinateur ne comprend pas. Très bien. Donc maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de très intéressant que l'on peut faire avec les listes. Donc c'est ce qu'on appelle le slicing. Donc le slicing, c'est applicable aux conteneurs indicés par des entiers, c'est-à-dire les séquences. Donc comme on a vu les listes, et la technique du slicing, c'est une forme avancée d'indexation permettant d'accéder aux éléments par intervalles étranges. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la syntaxe générale, ça va être donc notre liste ou notre séquence, puis ensuite, on va venir indiquer le début, puis ensuite on va mettre 2 points, puis on va indiquer la fin, et enfin, en option, donc ça c'est un argument optionnel, le pas. Le pas, c'est pour dire de combien d'éléments, de combien d'index on va se déplacer lorsque l'on va parcourir du début jusqu'à la fin. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand on va indiquer le début et la fin ne sera pas inclue. Imaginons que je veuille accéder, par exemple, de 0, de l'index 0 jusqu'à l'index 3, eh bien, c'est seulement 1, 2, 3 qui va ressortir. On va voir ça très rapidement. Donc aussi, petit détail, le slash n, quand je le mets directement dans ma chaîne de caractères, ça me permet de revenir à la ligne après chaque itération. On va voir ça, même si ici, il n'est pas utile, parce que j'ai sauté des cellules à chaque fois. Hop. J'ai sauté des cellules à chaque fois, donc c'est pas forcément utile, mais ça peut être utile dans notre cas. Donc, voici ma liste. Imaginons que je souhaite accéder aux 3 derniers éléments. Donc, si je remonte voir ma photo, les 3 derniers éléments, c'est OBE, soit l'index de 2, 3 et 4. Mais vu qu'on parle de derniers éléments, ici c'est plus facile d'utiliser le negative index. C'est-à-dire qu'on va vouloir prendre du moins troisième index jusqu'à la fin. Donc, pour signifier ça, on va juste mettre de moins 3 jusqu'à la fin. Donc ça, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va aller de moins 3 jusqu'à la fin. Imaginons qu'ici, j'avais mis moins 1, ça ne donnerait pas les 3 derniers éléments. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que l'argument fin est exclu. Donc, ça va aller de moins 3 jusqu'à moins 1 exclu. Donc, c'est comme si je prenais de moins 3 jusqu'à moins 2. Ici, pourquoi est-ce que ça affiche? Ah oui, parce que ça prend mon ancienne liste. Ça prend mon ancienne liste, donc voilà, c'est mieux. Donc en fait, il ne faut pas que je mette le moins 1. Et je vais dire que je vais prendre de moins 3 jusqu'au reste des éléments. Alors, passons maintenant à les 2 derniers éléments dans l'ordre inverse sont... Alors, comment faire? Donc, on va commencer donc, par partir de la fin jusqu'à aller jusqu'à notre donc, deuxième élément. On n'oublie pas qu'il est non inclus. Et on va dans l'ordre inverse. Donc, c'est pour ça qu'on va indiquer moins 1. Donc, quand en fait on va dans l'ordre inverse, on change le sens.
au lieu que l'on aille donc dans un sens de gauche à droite, on va aller de droite à gauche. Donc c'est pour ça que l'on commence par la fin, puis ensuite on va à gauche dans notre liste. Ce qui veut dire que, logiquement, on devrait avoir 8 et 7. Très bien, donc c'est exactement ce que l'on voulait. Aussi, en référence donc à cet exemple-là, on pourrait commettre une erreur, c'est-à-dire indiquer -1 et -3. Et cela nous renvoie une liste vide. Alors pourquoi? Donc c'est tout simplement, ça vient du fait que l'on n'a pas indiqué le pas qui est dans le sens inverse. Mais si on avait indiqué un pas positif, eh bien, on aurait eu le même problème. Donc, si on veut aller dans un sens inverse, il faut faire attention avec notre début et notre fin, et aussi avec notre pas. Donc ça, c'était un bon exemple à garder en tête pour ne pas se tromper quand on veut afficher une liste dans l'ordre inverse. On peut aussi parcourir notre liste avec un pas égal à 2. Donc, comme on a dit, pour parcourir notre liste, d'abord, on va utiliser le 2 points pour dire que l'on va prendre tout le début. On va réutiliser un 2 points pour dire que l'on va prendre toute la fin. Et on va indiquer notre pas de 2 pour dire que l'on va se déplacer de 2 index en 2 index. Donc, tout va très bien. On se déplace donc de l'index 0 jusqu'à l'index 2, puis de l'index 4, puis l'index 6. Donc, tout va bien. Puis ensuite, si on souhaite afficher donc la liste en sens inverse, donc c'est comme on a vu, on fait nos 2 points pour dire qu'on sélectionne toute la liste, et ensuite on indique le pas, et on a bien notre liste en sens inverse. Donc, le slicing à retenir, très important. Alors, maintenant, passons à une autre section des façons d'utiliser les listes, des techniques et astuces pour utiliser les listes. Donc, intéressons-nous dans un premier temps au remplacement d'un élément. Donc, je reprends ma liste ici présente, et imaginons que je souhaite remplacer le premier élément. Donc, je vais tout simplement désigner le premier élément, et je vais pouvoir l'attribuer à un autre chiffre. Par exemple, je veux remplacer l'élément indexé à l'indice 0 par 10. Très bien, donc on va vérifier si ça a marché. Et je remarque que mon premier élément a bien été remplacé par 10. Et j'aurais pu faire pareil avec le premier élément. Et on remarque que ça s'actualise, et donc je peux faire ça à l'infini. Bref. Donc, je vais reprendre cette liste-ci. Imaginons maintenant que je veuille remplacer une série d'éléments. C'est-à-dire qu'au lieu que j'y aille un par un, je vais pouvoir y aller avec plusieurs éléments en même temps. Imaginons que je souhaite remplacer les 3 premiers éléments de ma liste. C'est-à-dire que je vais aller de 0 à 4. Moi, ce que je veux remplacer, en fait, c'est mon 1, mon 2 et mon 3. Et on n'oublie pas que le 4e élément est non inclus. Donc en fait, il faut que j'aille de 0 à 3, pardon. Ce qui veut dire que donc, lui va être pris en compte, le 2 aussi, le 3 aussi, mais pas le 4. Le 4 qui est à l'index 3, on le rappelle. Donc je vais indiquer maintenant ma liste de 0 à 3, et donc je vais pouvoir indiquer une liste de remplacement. Imaginons, par exemple, que je mette 20, 21, 22, et que j'appuie sur Entrée. Et que je vérifie maintenant de nouveau ma liste. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque bien que mes 3 éléments, les 3 éléments que j'ai indiqués ont bien été remplacés.
Donc là, je vais rentrer maintenant dans un cas, comment dire, un, un cas spécial, un cas spécifique. C'est-à-dire, imaginons que dans cette liste de remplacement, je mette moins d'éléments que prévu. En fait, en indiquant que je souhaite remplacer les index de 0 à 3, c'est comme si je disais que je souhaitais remplacer 3 éléments dans ma liste. Donc, il est logique que tout à l'heure, j'ai indiqué 3 éléments. Mais imaginons maintenant que j'en indique un de moins. Que va-t-il se passer? On remarque que le troisième élément qui n'a pas été indiqué a été supprimé de ma liste. Imaginons maintenant, dans le cas contraire, que je mette un élément de plus dans cette liste. Que va-t-il se passer? Eh bien, il va s'ajouter à la place du quatrième élément. Et à force que j'appuierai sur Entrée, eh bien, ça va se produire en boucle. Donc ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit aussi. Donc je vais reprendre ma liste de départ. Maintenant, comme on a vu lors de la première vidéo, on peut utiliser des méthodes sur nos listes. Donc, la première méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode append. Donc, la méthode append, elle sert tout simplement à rajouter un élément à la fin d'une liste. Donc, vérifions. Donc là, je souhaite rajouter le chiffre 10 à la fin de ma liste. Et on remarque que ça a bien marché. Alors, ça s'est affiché 2 fois, parce que j'ai dû appuyer 2 fois exactement. Donc ça s'ajoutera autant de fois que j'appuierai sur Run. Aussi, si je ne l'ai pas précisé auparavant, pour que je puisse run ma cellule sans avoir appuyé sur Run à chaque fois, j'utilise le raccourci CTRL Entrée. Donc pour aller un peu plus vite, les raccourcis sont toujours bons à connaître. Donc imaginons que je reprenne donc la même liste que ci-dessus, mais cette fois-ci, je souhaite utiliser la méthode extend. À quoi sert la méthode extend? Elle sert, au lieu que je ne rajoute qu'un seul élément à la fois, maintenant je vais pouvoir rajouter plusieurs éléments à la fois, et ce, toujours à la fin. Donc je vais pouvoir ajouter par exemple bonjour, chiffre 2, et au revoir. Très bien. Est-ce que maintenant, donc, je vérifie. Donc on peut voir que cette liste d'éléments a bien été rajoutée à la fin de ma liste. Donc maintenant, je peux utiliser la méthode remove. Alors, à quoi sert la méthode remove? Donc on va le voir tout de suite. Is.remove. Et imaginons que je sélectionne 2 et que maintenant je regarde ma liste à nouveau. Eh bien, tous mes 2 auront été supprimés de ma liste. Donc ça, c'est bien pratique. Donc maintenant, on va voir à quoi sert la méthode pop. Donc list.pop, hop, -1. Donc, qu'est-ce que ça m'a indiqué? Quand j'appuie sur Entrée, c'est le dernier élément qui a été supprimé. Et vu que j'ai appuyé 3 fois sur Entrée, donc ça a d'abord supprimé au revoir, puis bonjour, puis ensuite un 10. Et maintenant, vu que je vais vouloir réappuyer sur Entrée, il devrait rester seulement ça. Donc on va tester. Et c'est bien le cas, il reste seulement ça. Donc la méthode pop permet, à l'aide d'un indice, de supprimer un élément de la liste. Par exemple, imaginons que je souhaite supprimer le premier élément. Eh bien, c'est l'élément à l'indice 1 qui aura été supprimé. Imaginons que je mette l'indice 0, etc., etc. Donc, voilà pour l'exemple. Et la méthode clear, donc à utiliser avec précaution, car tout simplement, la méthode clear permet de supprimer tous les éléments d'une liste.
Donc voilà pour cette vidéo. C'était une présentation de tout ce qu'on pouvait faire de manière basique avec les listes. Donc on a vu le slicing, on a vu les ajouts, comment supprimer et remplacer des éléments dans une liste. On a aussi vu les index et on a vu comment créer des listes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Merci.